On commence donc avec la communication de M. Delogu. Honnêtement, je suis réellement très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des organisateurs de ce forum pour votre engagement, votre invitation et pour l'honneur qui m'est fait en m'invitant aujourd'hui à m'exprimer devant vous. C'est la première fois de ma vie que je viens en Algérie. Pourtant, comme des millions de Français, mon histoire familiale y hisse ses racines. Cette histoire que j'évoque à cet instant, nous la partageons en héritage commun. Je pense aux millions d'hommes et de femmes des deux côtés de la Méditerranée dont les parents et les grands-parents ont traversé les tumultes de la guerre et de la misère avec courage, dignité, douleur, mais surtout avec beaucoup d'amour. Notre présence aujourd'hui, ici, en Algérie, nous qui sommes des enfants ou les petits-enfants d'une ère de chaos, démontre que la lutte qu'a menée nos anciens pour servir et pour leur survie et celle de leur famille n'était pas vaine. Comment mettre des mots communs pour décrire les conséquences longues d'un système brutal, raciste, inégalitaire, comme la colonisation sur nos histoires familiales et donc, d'une certaine manière, sur nos propres vies. Cela relève normalement de l'intime. Pourtant, entre la France et l'Algérie, entre les Français et les Algériens, et pour des millions de Franco-Algériens, l'intensité et la violence de ce passé commun a forgé des schémas familiaux, amicaux et amoureux qui sont tous différents. Notre histoire commune, marquée par des déchirures qui semblaient indépassables, a façonné entre nous un lien puissant. À présent, cet héritage commun nous oblige. Le grand Frantz Fanon écrivait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » En toute modestie et en toute logique, avec mon engagement pour l'amitié de nos peuples, je suis venu remplir la mienne. Si ce voyage représente beaucoup pour moi, et pour les miens à titre privé, car il m'a permis de me recueillir sur la tombe de mon arrière-grand-père il y a quelques jours à Oran, je n'ignore pas, évidemment, qu'il se déroule dans un contexte très particulier et que mon mandat de député que m'ont confié les Marseillaises et les Marseillais transforme ma présence devant vous en un acte public. Je l'assume comme tel, en venant porter une autre parole du peuple français à l'adresse du peuple algérien. À mon arrivée et dès mon premier pas en Algérie, j'ai senti souffler le vent de l'histoire. À l'heure où le droit international, boussole imparfaite, certes, mais nécessaire, s'effondre sous les coups des impérialismes et notamment du côté de celui des Nord-Américains qui ont pour seul projet de le remplacer par la loi du plus fort, le dialogue entre les peuples est plus que jamais nécessaire. Car s'il existe bien sûr des blessures, des désaccords, des intérêts parfois divergents, mais c'est le commun qui permet de traiter d'égal à égal. Je suis donc venu essayer, à ma modeste place, de recréer du commun. Alors où les principes humains les plus élémentaires sont violés par la politique colonialiste, raciste et génocidaire du criminel de guerre Benjamin Netanyahou, le combat pour la dignité humaine est d'une nécessité absolue pour le droit à l'autodétermination des peuples, comme les révolutions de 1789 en France et de 1962 en Algérie. La condamnation sans réserve du traitement infligé aux Palestiniens est donc un devoir moral pour eux, bien sûr, mais aussi pour le reste des peuples qui pourraient un jour subir le même traitement abominable. Je suis venu pointer ce message de paix en opposition au discours va-t-en-guerre du ministre de l'Intérieur de mon pays. Ici, je n'ai que des frères et sœurs en humanité, dont je respecte l'indépendance et la dignité. À l'heure où l'internationale fasciste, que l'on pensait définitivement vaincue, contre laquelle tant des nôtres se sont battus au sacrifice de leur vie, à l'heure où cette menace ressurgit,
nous avons l'impérieux devoir de lutter contre le racisme et la division. Le racisme, c'est la plaie de l'humanité. Car si tu ne veux pas de l'homme qui est en face de toi, comment croirais-je en l'homme en qui tu peux être? Les porte-paroles du choc de civilisation qui hystérisent les débats, divisent les peuples entre eux et en leur sein sont des fossoyeurs de l'humanisme et du progrès. D'abord parce qu'en fracturant l'unité des peuples, ils affaiblissent les capacités d'agir et d'entreprendre. Ensuite parce qu'en agitant sans cesse les non-sujets, ils taisent les vrais enjeux, les vrais défis que notre génération et celle de nos enfants doivent affronter. Je suis venu rappeler que pour la plupart de ces enjeux, nos enfants et nos petits-enfants feront front commun. Je parle bien évidemment de défis sociaux, économiques, écologiques et démocratiques. Ces défis qui sont, j'en suis certain, au cœur de votre engagement quotidien et qui doivent nécessairement être réglés afin d'entrer dans une nouvelle ère d'organisation du monde plus juste, plus stable et donc plus propice à l'activité économique qui intéresse chaque chef d'entreprise, à part, bien évidemment, les marchands d'armes. Je vous le dis, ne voyez pas en moi ou dans le mouvement que je représente la caricature trop souvent partagée du rouge assoiffé de taxes, d'impôts ou de bureaucratie incapable de penser l'économie de l'entreprise. Ces fantasmes se sont d'ailleurs cassés la figure face au fait de l'exploitation de la dette privée publique, du résultat de l'ultralibéralisation de l'économie, de l'incapacité d'anticiper les défis et de les planifier, de l'investissement économique et écologique, de la rupture plus ou moins consommée selon les pays entre les classes dirigeantes et les sociétés civiles, mais aussi entre les grands groupes capitalistes et les entrepreneurs. Tout cela n'est pas le résultat de la politique insoumise, mais bel et bien de la politique néolibérale qui ont réussi à nous faire croire que de produire un bien pour la société est plus important que de monétiser une vidéo TikTok. L'économie doit être un service pour l'humain et pas l'inverse. Derrière ces idées générales, il y a des pistes concrètes qui, je crois, peuvent représenter une forme de ciment à des perspectives économiques communes entre nos deux peuples. La première concerne évidemment celle qui nous sépare, mais qui nous rassemble en même temps. Celle qui a charrié entre nos peuples autant d'espoir que des désillusions. Notre mer commune, la mer Méditerranée. L'absurdité du modèle capitaliste a fait de la mer Méditerranée la plus polluée du monde. L'inhumanité des politiques réactionnaires l'ont transformée en cimetière. L'avenir et la prospérité de nos deux peuples passent pourtant, j'en suis convaincu, par un investissement écologique commun sans précédent qui nous permette d'utiliser les mouvements naturels de la mer pour produire une énergie renouvelable et inépuisable et donc de sortir à terme des énergies fossiles dont il faudrait bien un jour sortir et en parallèle stopper donc cette guerre commerciale. Loin d'affaiblir nos pays, ce type de projet innovant qui construit des passerelles et des intérêts communs représente un levier puissant pour façonner un avenir commun. Car pour penser les liens économiques entre nos deux peuples, il faut partir de la base, de ce qui nous préexiste et structure un avenir inaliénable entre nos deux nations. Vous le savez, je suis Marseillais, un Marseillais particulièrement attentif à l'avenir de sa ville et donc je me pose des questions. Comment proposer un avenir à ma ville sans son port? Comment construire un avenir aux portes de ma ville sans construire un partenariat solide avec les 7 ports d'Algérie, comme le port d'Alger, d'Oran, d'Annaba, de Djenjen ou de Béjaïa? Enfin, comment refaire de Marseille une plaque tournante des échanges internationaux et surtout des échanges méditerranéens sans lien renforcé avec le plus vaste pays d'Afrique occidentale, qui est l'Algérie? Ces questions d'apparence simple qui nécessitent un engagement, une détermination sans faille du pouvoir politique sont laissées à l'abandon depuis des décennies
que ce soit par la droite réactionnaire qui a trop longtemps gouverné Marseille et par les socialistes qui exercent un intérim aussi mauvais qu'illégitime. Je ne ferai pas l'économie de construire des réponses concrètes à toutes ces questions, car je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Alors je viens ici pour apprendre, pour comprendre, afin d'être en capacité demain de décider d'agir. Pour conclure, je veux être clair avec vous toutes et tous. Je ne suis pas venu en Algérie pour flatter une clientèle, mais pour construire d'égal à égal une relation solide, une relation fiable dans l'intérêt de nos deux peuples et en mémoire de notre héritage commun. Pour étendre cet objectif primordial, la France et pour ma part, ma ville, Marseille, j'ai la responsabilité de m'appuyer sur tout ce que nous avons en commun, et notamment des millions de binationaux qui sont chez eux, d'un côté ou l'autre de la mer Méditerranée. Puisse la paix et la fraternité guider les relations entre nos deux peuples. Vive l'Algérie, vive l'amitié franco-algérienne, vive notre avenir en commun. Merci.